La pluie d'automne tambourinait doucement contre les fenêtres de l'appartement lyonnais, créant une mélodie mélancolique qui accompagnait le tintement des couverts mains sur la porcelaine. J'avais tout préparé avec soin. Le coq au vin était parfait. Le vin de la vallée du Rhône respirait depuis 2 heures dans la bouteille ouverte, et les fromages régionaux attendaient patiemment au centre de la table en acajou, héritée de ma mère. L'arôme de thym et de romarin flottait dans l'air, se mêlant au parfum des bougies allumées. C'était une soirée qui aurait dû être spéciale, une célébration de la famille réunie après des semaines de rendez-vous manqués. Mais quelque chose dans le sourire de ma belle-fille, dans cette lueur malicieuse de ses yeux bruns, m'a averti que la sérénité de la nuit était sur le point de se briser comme du cristal fin sur le carrelage froid de la cuisine. Le moment est venu lorsqu'elle a penché la tête, un sourire cruel aux lèvres. « Ça fait quoi d'être une perdante ?» La question a résonné dans le salon comme un coup de fusil. J'ai gardé le sourire, bien que je sentisse le sang se glacer dans mes veines. « Intéressante question, » ai-je répondu, coupant un morceau de fromage avec la précision d'une chirurgienne. « Peut-être pourriez-vous m'expliquer mieux. Mon fils, assis entre nous deux, a dégluti et détourné le regard vers son assiette, comme il le faisait toujours quand le conflit approchait. La tension était palpable, dense comme la brume qui recouvrait souvent le Rhône les matins d'hiver. Je pouvais sentir le poids du silence, chaque seconde s'étirant comme des heures. Ma belle-fille a ri de nouveau, ce rire aigu qui m'irritait toujours. « Eh bien, vous savez, votre âge, votre situation... » Ces mots étaient comme de petits coups de couteau enveloppés de soie. J'ai terminé mon vin lentement, savourant chaque goutte tout en calculant mon prochain mouvement. Ce n'est pas cette jeune femme présomptueuse qui me ferait perdre mon sang-froid dans ma propre maison. Les jours suivants furent un calvaire silencieux. Je marchais dans les rues pavées du quartier et sentais les regards curieux des voisins, des chuchotements qui s'arrêtèrent brusquement quand je m'approchais. À la boulangerie de Madame Dubois, l'air devenait plus lourd quand j'entrais. À la pharmacie de Monsieur Laurent, les salutations étaient fois plus sèches. C'était comme si tout le voisinage savait quelque chose que j'essayais encore de comprendre moi-même. Au petit déjeuner, mon fils évitait mes yeux, feuilletant Le Figaro, avec un intérêt exagéré pour les pages sportives. Les repas sont devenus des exercices de survie, chaque bouchée mâchée dans un silence sépulcral. J'observais ma belle-fille du coin de l'œil, remarquant comme elle semblait plus confiante, plus maîtresse de l'espace que j'avais toujours considéré comme le mien. L'humiliation grandissait en moi comme une plante vénéneuse, empoisonnant chaque pensée, chaque respiration. C'est lors du déjeuner dominical à Marseille, chez ma sœur, que tout a explosé. Le soleil méditerranéen entrait par les fenêtres ouvertes, et l'arôme de la bouillabaisse montait en vagues dorées de la cocotte en fonte. Toute la famille était réunie, cousins, tantes, neveux courant dans le jardin. Ma belle-fille, encouragée par la présence de témoins, a fait un autre commentaire cinglant sur mon incapacité à accepter les temps nouveaux. Quelque chose en moi s'est brisé. Je me suis levée lentement, les mains tremblant imperceptiblement. « Puisque vous aimez tant parler de perdante, » ai-je commencé, ma voix fendant l'air comme une lame aiguisée. « Peut-être devrions-nous parler de votre véritable situation financière, ma chère. » J'ai vu le sang quitter son visage. « Ou de ces conversations que vous avez avec votre ex-petite amie tous les mardis. » Le silence qui a suivi fut absolu. Mon fils me regardait comme s'il ne m'avait jamais vu. L'explosion familiale qui a suivi nous a laissé des cicatrices à tous. Pendant 2 semaines, je n'ai pas parlé à mon fils. Ma belle-fille évitait toute rencontre avec moi et j'avais l'impression d'avoir perdu une bataille que je ne savais même pas que je menais. C'est alors que mon fils a frappé à ma porte par un après-midi gris de novembre, les yeux rouges et les mains nerveuses. « Il faut qu'on parle, maman. » Nous avons marché jusqu'à un petit café près de l'opéra, où nous avons commandé un chocolat chaud
et sommes restés en silence pendant de longues minutes. « Elle est enceinte !» a-t-il finalement dit. J'ai senti le monde tourner. « Et toi ?» ai-je demandé. Je ne sais plus quoi penser de rien. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai vu mon fils, non pas comme l'homme qui avait choisi une autre femme, mais comme le petit garçon qui se cachait derrière mes jupes quand il faisait des cauchemars. À ce moment-là, j'ai compris que la vraie bataille n'était pas entre femmes, mais entre le passé et l'avenir. 3 mois plus tard, nous nous sommes retrouvés dans mon petit appartement parisien, au 6e étage sans ascenseur que j'ai toujours aimé, pour la vue sur les toits gris et la tour Eiffel au loin. Ma belle-fille, elle était visiblement enceinte, les mains protégeant instinctivement son ventre arrondi. J'ai servi du thé et des biscuits simples, loin de l'élaboration des anciens dîners. « Je veux m'excuser », a-t-elle dit, brisant le silence. « Pas pour tout », ai-je répondu calmement. « Mais j'accepte vos excuses pour le manque de respect. Nous avons établi de nouvelles limites cet après-midi-là. Horaire de visite, sujet interdit, espace personnel respecté. Nous n'étions pas amis, peut-être ne le serions-nous jamais, mais nous avons trouvé un moyen civilisé de coexister. Quand ils sont partis, je suis restée sur la terrasse, observant Paris s'illuminer avec les premières lumières de la nuit. Je n'étais plus la même femme qui avait servi ce dîner fatidique. J'étais quelqu'un de plus forte, qui avait appris que parfois, être appelée perdante n'est que le premier pas pour découvrir qui l'on est vraiment. 6 mois se sont écoulés depuis cette conversation sur la terrasse, et ma vie a pris des chemins que je n'aurais jamais imaginés. J'ai décidé de m'inscrire à un cours de cuisine, à l'école Le Cordon Bleu, réalisant un rêve que j'avais gardé enfoui pendant des décennies. Chaque matin, je marchais dans les rues de Paris avec ma vieille sacoche en cuir, me sentant de nouveau comme une jeune étudiante. Les autres élèves, la plupart ayant la moitié de mon âge, me regardèrent d'abord avec curiosité, mais ont vite découvert que mon expérience de la cuisine traditionnelle française était un trésor. Le chef instructeur, un homme austère de Provence, a publiquement loué ma technique pour les sauces classiques. Entre les cours de pâtisserie et les techniques de garde-manger, j'ai retrouvé une version de moi que j'avais oublié exister. Confiante, passionnée, pleine de but. C'était comme si cette question cruelle de ma belle-fille avait été le coup de pouce nécessaire pour que je sorte de la zone de confort où je m'étais installée pendant des années. La naissance de ma petite fille a apporté un tournant inattendu à notre dynamique familiale. Quand j'ai reçu l'appel à 3 heures du matin, mon fils sanglotait au téléphone. « Maman, elle est née, mais il y a des complications. » J'ai couru à l'hôpital Pitié-Salpêtrière à travers les rues vides de Paris, mon cœur battant comme un tambour désaccordé. J'ai trouvé ma belle-fille pâle et épuisée, tenant un minuscule bébé qui luttait pour respirer. À ce moment-là, toutes les rancœurs se sont dissoutes comme du sucre sous la pluie. J'ai tenu sa main pendant que les médecins expliquaient les soins spéciaux nécessaires, et j'ai vu dans ses yeux non plus l'arrogance d'avant, mais la peur primitive d'une mère désespérée. « Je ne sais pas comment faire », a-t-elle murmuré. « Nous allons apprendre ensemble », ai-je répondu, me surprenant par la sincérité de mes propres mots. La petite Margot a passé ses premiers jours en néonatologie, et nous nous sommes relayés pour des veilles interminables, unies par la vulnérabilité partagée. Pendant les longues nuits à l'hôpital, ma belle-fille et moi avons commencé à parler vraiment pour la première fois. Entre des cafés médiocres de la machine et des sandwichs au jambon sec, elle m'a raconté son enfance difficile à Toulouse, la pression constante de prouver sa valeur dans une famille qui la considérait inadéquate pour mon fils. « J'ai toujours eu l'impression que vous me voyiez comme une intruse », a-t-elle confessé, arrangeant la couverture rose de Margot. « Et j'ai toujours eu l'impression que vous vouliez prendre ma place », ai-je admis. Ce fut une révélation douloureuse de réaliser à quel point nos insécurités avaient créé une guerre inutile. Nous avons partagé des histoires sur mon fils enfant, ri ensemble de ses manies particulières,
et découvert que nous l'aimions toutes les deux avec la même intensité, juste de manière différente. Quand Margot a finalement quitté l'hôpital, 2 semaines plus tard, nous portions plus qu'un bébé en bonne santé. Nous portions une compréhension mutuelle que je n'aurais jamais cru possible entre nous deux. Ma nouvelle routine incluait de m'occuper de Margot 3 fois par semaine, pendant que ma belle-fille reprenait progressivement son travail d'architecte. C'était fascinant d'observer comment la maternité l'avait transformée. Moins défensive, plus vulnérable, sincèrement reconnaissante de mon aide. J'avais redécouvert la joie de bercer un bébé, de préparer des biberons tièdes dans les froides nuits d'hiver. La petite Margot avait les yeux bleus de mon fils et un tempérament placide qui me rappelait lui, au même âge. Les après-midi, quand elle dormait, je préparais des soupes nutritives et les laissais au réfrigérateur avec des petits mots affectueux pour les jeunes parents. Ma belle-fille a commencé à m'appeler « belle-mère » avec une affection sincère, au lieu du formel « madame » d'avant. Nous n'étions pas les meilleurs amis. Peut-être ne le serions-nous jamais. Mais nous avons bâti un partenariat solide, basé sur l'amour commun pour la famille. C'était comme si Margot avait été le catalyseur pour guérir des blessures dont nous ne savions même pas qu'elles existaient. Le succès au cours de cuisine a ouvert des portes inattendues. Un camarade de classe, chef d'un charmant bistrot dans le Marais, m'a invité à donner des cours de cuisine traditionnelle française les samedis après-midi. Au début, j'ai hésité. Aurais-je le courage d'enseigner à des inconnus? Mais le premier cours fut un succès absolu. 10 personnes se sont réunies dans la minuscule cuisine du bistrot, désireuses d'apprendre les secrets du coq au vin parfait et l'art de faire des croissants qui fondent dans la bouche. Mon expérience de décennies à cuisiner pour la famille, combinée aux techniques raffinées que j'avais apprises à l'école, a créé un style d'enseignement unique. Les élèves appréciaient non seulement les recettes, mais les histoires que je racontais sur chaque plat, les souvenirs familiaux entrelacés avec les techniques culinaires. En 3 mois, la liste d'attente pour mes cours atteignait 2 mois. Qui aurait cru qu'à 62 ans, je découvrirais un talent caché pour l'entrepreneuriat culinaire? Pour le premier anniversaire de Margot, j'ai organisé une fête dans mon appartement rénové. Le salon, autrefois formel et silencieux, vibrait maintenant des rires d'enfants et de conversations animées. Ma belle-fille est arrivée avec un bouquet de pivoine, mes fleurs préférées, et une carte manuscrite, pour la meilleure grand-mère que Margot puisse avoir. J'ai observé mon fils jouer avec sa fille sur le tapis persan que ma mère m'avait laissé, et j'ai ressenti une plénitude que je n'avais pas connue depuis des années. La petite Margot, maintenant avec des boucles dorées et des joues roses, rampait parmi les invités comme une petite princesse dans son royaume. Pendant le dîner, ma belle-fille a levé son verre de champagne. Un toast à la femme qui nous a appris que la famille n'est pas une question de perfection, mais de persister ensemble malgré nos différences. À ce moment-là, j'ai compris que la question cruelle de ce dîner pluvieux avait été paradoxalement le cadeau le plus précieux qu'elle aurait pu me faire. Parfois, il faut être appelée perdante pour découvrir qui l'on est vraiment destiné à être. 2 ans plus tard, ma petite entreprise de cours de cuisine s'était développée au-delà de mes attentes les plus optimistes. Ce qui avait commencé comme quelques samedis après-midi au bistrot du Marais incluait désormais des ateliers privés dans d'élégantes maisons du 16e arrondissement et même un contrat avec un éditeur pour écrire un livre de recettes familiales françaises. Saveurs de génération serait lancé le printemps suivant, combinant des recettes traditionnelles avec des histoires personnelles de 3 générations de femmes de ma famille. Ma belle-fille, avec son sens du design, s'est proposée de créer la mise en page des pages sans rien facturer. « C'est ma façon de vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour nous », a-t-elle dit, tandis que nous feuilletions les premières épreuves. L'ironie n'est pas passée inaperçue. La femme qui m'avait un jour traitée de perdante était maintenant ma partenaire commerciale, officieuse. Assise dans mon bureau improvisé, entourée de recettes manuscrites de ma grand-mère et de photographies de plats dorés par le soleil de l'après-midi, je souriais
en pensant à la façon dont la vie peut surprendre. Margot, maintenant âgée de 3 ans, est devenue mon assistante officielle lors des séances de dégustation. Avec son tablier miniature brodé de son nom, elle m'aidait à goûter les sauces et à donner son approbation enfantine, mais étonnamment précise. « Mamie, c'est trop salé !» déclarait-elle avec sérieux, en fronçant le nez. Ou encore « C'est parfait pour papa !» Ces commentaires innocents me guidèrent souvent vers des ajustements qui rendaient les plats encore meilleurs. Ma belle-fille observait ces interactions avec un sourire authentique, photographiant parfois discrètement ces moments pour l'album de famille. « Elle a hérité de votre palais raffiné », commentait-elle, et je ressentais une fierté maternelle qui s'étendait désormais sur 2 générations. Pendant les après-midi que nous passions ensemble dans la cuisine, Margot absorbait non seulement des techniques culinaires, mais aussi des histoires de famille, créant un pont entre passé et futur. C'était magique de voir comment la cuisine était devenue notre langage commun d'amour, transmis de grand-mère à petite-fille, à travers des cuillères en bois et des bols en céramique usés par le temps. L'invitation à participer à une émission culinaire à la télévision française est arrivée un matin d'avril, quand les cerisiers de Paris fleurissaient comme des nuages rosés. Le producteur avait assisté à l'une de mes masterclass et avait été impressionné par mon authenticité et ma connaissance approfondie de la tradition gastronomique française. Pendant l'enregistrement au studio de Boulogne-Billancourt, je me suis sentie étrangement calme face aux caméras. J'ai préparé un pot-au-feu de mon arrière-grand-mère, racontant l'histoire de comment elle nourrissait 8 enfants pendant la guerre, avec ce plat simple mais nutritif. Les présentateurs ont été visiblement émus en goûtant la nourriture et en écoutant le récit. « Madame Dubois », a dit le chef célèbre invité, « vous ne cuisinez pas seulement, vous racontez des histoires à travers la nourriture. » L'émission a été diffusée un jeudi soir et le lendemain matin, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Des journalistes gastronomiques, d'autres émissions de télévision et même un documentariste américain intéressé par mon histoire. À 65 ans, j'étais devenue une petite célébrité culinaire. Avec le succès est venue aussi la responsabilité inattendue de devenir une voix pour les femmes mûres en quête de réinvention. Je recevais des lettres touchantes de dames de toute la France, racontant leurs propres histoires de nouveaux départs tardifs, de divorces difficiles, de rêves reportés. Une lettre m'a particulièrement marquée. « Madame, regardez, votre interview m'a donné le courage d'ouvrir ma propre fleuristerie à 58 ans. Merci de prouver qu'il n'est jamais trop tard pour fleurir. » J'ai commencé à inclure ces histoires inspirantes dans mes cours, créant une communauté informelle de femmes qui se soutenaient mutuellement. Ma belle-fille a suggéré de créer un blog où nous pourrions partager non seulement des recettes, mais aussi des réflexions sur le vieillissement actif et l'épanouissement personnel. « Vous êtes devenu un symbole », m'a-t-elle dit lors d'un dîner de famille. « Les gens voient en vous la preuve que les meilleures années peuvent venir après 60 ans. » Je riais, me souvenant de cette nuit pluvieuse où je m'étais sentie dévastée par une question cruelle. Je comprenais maintenant que ce moment avait été le début de ma vraie vie. L'automne suivant, j'ai organisé le premier festival des saveurs oubliées dans mon quartier à Lyon, un événement dédié à la préservation des recettes traditionnelles françaises qui étaient en train de disparaître. 15 femmes âgées de différentes régions sont venues partager leurs secrets culinaires ancestraux. Cassoulet de Toulouse, bouillabaisse marseillaise, tarte tatin de Sologne. Pendant 3 jours, les rues se sont remplies d'arômes familiers et de voix joyeuses de plusieurs générations cuisinant ensemble. Ma belle-fille a amené Margot, maintenant âgée de 4 ans et encore plus curieuse de la cuisine. « Mamie, pourquoi pleures-tu quand tu cuisines ?» a-t-elle demandé, m'observant préparer la recette de madeleine de ma mère. « Ce sont des larmes de joie, ma chérie, » ai-je expliqué, « parce que quand nous cuisinons avec amour, nous faisons revivre toutes les personnes que nous aimons. » Le festival a été un succès absolu,
avec une couverture de la presse nationale et des plans pour en faire un événement annuel. Cette nuit-là, alors que nous nettoyions les dernières assiettes, ma belle-fille m'a spontanément serrée dans ses bras. « Merci de m'avoir appris que le conflit peut se transformer en collaboration », a-t-elle murmuré. C'était l'étreinte que j'attendais depuis des années. À la veille de mon 66e anniversaire, je me suis assise sur la même terrasse parisienne où tout avait changé des années auparavant. Paris brillait sous la lumière dorée du crépuscule et je tenais dans mes mains le premier exemplaire de mon livre fraîchement publié. La dédicace disait « À toutes les femmes qui ont été traitées de perdantes et qui ont découvert qu'elles n'étaient que des diamants attendant d'être taillés. Mon fils et ma belle-fille sont arrivés avec Margot, qui portait maintenant sa propre cuillère en bois miniature. « Mamie !» a-t-elle annoncé solennellement. « Aujourd'hui, j'ai fait des biscuits pour toi. » Pendant le dîner, j'ai observé ma famille, non pas parfaite, mais réelle, construite sur les fondations du pardon et de la croissance mutuelle. Ma belle-fille a levé son verre à la femme qui nous a appris que l'âge n'est pas une question de déclin, mais de floraison. Nous avons trinqué sous les étoiles de Paris, et j'ai su que cette question cruelle d'il y a des années avait été, en fait, le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu. Parfois, nous avons besoin d'être remises en question pour découvrir notre véritable force. Parfois, les perdantes ne sont que des gagnantes qui attendent leur tour de briller. 5 ans se sont écoulés depuis ce dîner fatidique, et ma vie s'était transformée d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Le livre « Saveurs de génération » en était à sa 3e édition, traduite en 6 langues, et ma petite école culinaire au cœur de Paris accueillait des étudiants du monde entier. Ce matin de septembre, alors que je préparais le cours avancé de pâtisserie, j'ai reçu un appel inattendu du ministère de la Culture. « Madame Dubois », a dit la voix formelle à l'autre bout du fil. « Nous avons l'honneur de vous informer que vous avez été sélectionnée pour recevoir l'Ordre du Mérite culturel pour votre contribution à la préservation de la gastronomie française. » J'ai laissé tomber la cuillère dans le bol de pâte, éclaboussant de farine le comptoir. À 70 ans, j'allais être décorée par le gouvernement français. Ma belle-fille, qui travaillait maintenant comme ma directrice commerciale, a crié de joie en apprenant la nouvelle. « De perdante à l'Ordre du Mérite en 5 ans !» a-t-elle ri, se souvenant de notre blague privée sur cette nuit, transformatrice. Là, http://transformatrice.la, cérémonie de remise des insignes, a eu lieu au Palais de l'Élysée, un après-midi doré d'octobre. J'ai marché dans les salons ornés, observant les fresques et les lustres qui avaient été témoins de siècles d'histoire française. Mon fils m'accompagnait, visiblement ému, tandis que Margot, maintenant âgée de 8 ans et vêtue d'une robe bleu marine, tenait ma main avec révérence. « Mamie, tu vas rencontrer le président ?» a-t-elle murmuré, les yeux écarquillés. Quand mon nom a été appelé, j'ai senti mes jambes trembler légèrement. Le président Emmanuel Macron a souri chaleureusement en attachant la médaille à mon tailleur Chanel Vintage qui avait appartenu à ma mère. « Madame Dubois », a-t-il dit pendant la cérémonie, « vous représentez le meilleur de la France, la tradition, l'excellence et la capacité de réinvention qui définit notre peuple. » J'ai pensé à la femme que j'étais 5 ans auparavant, humiliée à une table de dîner, et j'ai ressenti une profonde gratitude pour tous les chemins tortueux qui m'avaient pas mené à ce moment de gloire inattendue. Le succès a également apporté des responsabilités que je n'avais jamais anticipées. J'ai été invitée à rejoindre le Conseil consultatif de l'UNESCO pour le patrimoine culinaire immatériel, voyageant régulièrement pour des réunions dans différents pays. À Tokyo, j'ai appris la philosophie derrière la cuisine kaiseki. À Lima, j'ai découvert comment les chefs péruviens révolutionnaient les plats ancestraux. À Marrakech, je me suis émerveillée des épices qui transformaient des ingrédients simples en explosions sensorielles. Chaque voyage enrichissait ma perspective et nourrissait de nouvelles idées pour mes cours. Ma belle-fille, qui était devenue une partenaire commerciale exceptionnellement compétente, gérait l'école pendant mes absences,
avec une efficacité impressionnante. Vous avez créé quelque chose de plus grand que ce que vous imaginiez, m'a-t-elle dit lors d'un appel vidéo de Bangkok où je participais à un symposium sur la fermentation traditionnelle. Votre école n'enseigne pas seulement la cuisine, elle enseigne l'héritage culturel et l'identité. C'était vrai. Les étudiants venaient chercher des techniques et repartaient avec des histoires, des traditions et une compréhension plus profonde de la façon dont la nourriture relie les générations. Margot, qui fréquentait maintenant l'école primaire Saint-Germain, montrait des signes croissants d'héritière culinaire de la famille. Les week-ends, elle insistait pour passer des heures dans ma cuisine, absorbant non seulement des techniques, mais aussi les histoires derrière chaque recette. « Mamie !» a-t-elle demandé un après-midi, alors que nous pétrissions de la pâte brisée pour une tarte aux pommes. « Pourquoi maman a-t-elle dit que tu étais perdante avant ?» La question m'a prise au dépourvu, mais j'ai répondu avec honnêteté. Parfois, ma petite, les gens nous testent sans savoir qu'ils nous donnent le coup de pouce dont nous avons besoin pour voler. Elle a acquiescé solennellement, comme si elle comprenait parfaitement. Pendant les cours que je donnais spécialement aux enfants, j'observais comment Margot expliquait patiemment les techniques de base à ses camarades, faisant preuve d'une patience et d'une connaissance qui me remplissaient de fierté. C'était comme si toute la sagesse culinaire de notre lignée se concentrait sur cet enfant spécial, garantissant que notre tradition familiale se poursuivrait pour les générations futures. La HTTP, future, la relation avec ma belle-fille avait évolué vers un partenariat véritablement respectueux et même affectueux. Nous travaillions ensemble quotidiennement, elle s'occupant des aspects commerciaux et marketing, tandis que je me concentrais sur le développement de nouveaux cours et l'écriture de mon 2e livre. Mémoire d'une cuisine serait une œuvre plus personnelle, explorant comment la cuisine peut être un outil de guérison émotionnelle et de croissance personnelle. Pendant nos réunions matinales au café près de l'école, nous partagions des idées et des rires avec une naturelle qui aurait semblé impossible il y a des années. « Vous savez, » a-t-elle dit un matin, remuant pensivement son café au lait, « cette question cruelle que j'ai posée cette nuit-là, c'était parce que je me sentais inadéquate près de vous. Je pensais qu'en vous diminuant, je me sentirais plus grande. » Son honnêteté m'a profondément touchée. « Et moi ?» ai-je répondu. « J'ai appris que parfois, nous avons besoin d'être brisées pour nous reconstruire plus fortes. » C'était une sagesse que nous partagions maintenant et qui était devenue le fondement solide de notre relation renouvelée. Pour mon 71e anniversaire, j'ai organisé une fête intime dans le jardin de ma maison de campagne, en Provence, que j'avais achetée avec les redevances du livre. La longue table sous les oliviers centenaires accueillait 3 générations de ma famille et les amis les plus chers acquis au cours de ce voyage inattendu. Margot, maintenant âgée de 9 ans et parlant déjà avec connaissance des différents types de farine, m'a aidé à servir un menu qui représentait toute ma trajectoire, du coq au vin de cette nuit fatidique aux plats innovants que j'avais récemment développés. Pendant le toast, mon fils s'est levé, ému. « Maman, tu nous as appris qu'il n'est jamais trop tard pour découvrir qui nous sommes vraiment. » Ma belle-fille a ajouté, les larmes aux yeux. « Et que parfois, les questions les plus cruelles peuvent mener aux plus belles découvertes. » J'ai observé les visages éclairés par la lumière dorée du coucher de soleil provençal et j'ai compris que ma vraie victoire n'était pas dans les prix ou les reconnaissances, mais dans la famille que nous avions construite à travers le pardon, la croissance mutuelle et l'amour qui assaisonne tous les plats de la vie.